Il y a quelques années, j'ai tenu ce livre entre mes mains pour la première fois, et je l'ai reposé. Je me suis dit, c'est un vieux bouquin des années 30, ça ne peut pas s'appliquer à ma vie. Ce soir-là, je suis allé regarder Netflix, et je ne savais pas que cette décision, ce geste banal, ce livre reposé sur une table, allait me coûter des années de revenus, des années de liberté, des années que je n'aurais jamais récupérées. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce que toi aussi, tu as une relation compliquée avec l'argent. Peut-être que tu travailles dur, peut-être que tu t'en sors, mais tu sens que quelque chose te manque. Un truc fondamental, un truc que personne ne t'a jamais vraiment expliqué. Ce résumé, c'est exactement ça. Avant la fin de cette vidéo, tu vas regretter de ne pas avoir découvert ce livre bien plus tôt. Laisse-moi te parler d'une chose qu'on ne t'a jamais apprise à l'école. Pense à toutes ces années passées en classe. Les mathématiques, le français, l'histoire géo, les sciences. Des centaines d'heures de cours obligatoires. Est-ce qu'on t'a appris comment créer de la richesse? Est-ce qu'on t'a expliqué comment l'argent fonctionne vraiment? Est-ce qu'on t'a dit ce que les gens riches savent et que les gens ordinaires ignorent? Non. Et ce n'est pas un accident. Le système éducatif a été conçu pour former des employés, des gens qui vont travailler, qui vont consommer, qui vont payer leurs impôts et recommencer le lendemain. Pas des gens qui construisent des chats de la richesse. Pas des gens qui comprennent les lois invisibles de l'argent. Et donc, tu as grandi avec des croyances. 3 croyances surtout. 3 mensonges qu'on t'a appris si tôt, si souvent, que tu les as pris pour des vérités absolues. Mensonge numéro 1. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu l'as entendu combien de fois? C'est peut-être la phrase la plus destructrice de l'histoire de l'humanité. Parce qu'elle t'a appris à ne pas vouloir l'argent, à te méfier de ceux qui en ont, à presque en avoir honte si tu en désires profondément. La vérité? L'argent ne fait pas le bonheur automatiquement, mais son absence crée une misère bien concrète. L'absence d'argent brise des familles. L'absence d'argent crée du stress chronique, des nuits sans sommeil, des disputes inutiles. L'absence d'argent t'empêche de te soigner correctement, d'offrir une bonne éducation à tes enfants, de te lever le matin avec la sensation que tu contrôles vraiment ta vie. Mensonge numéro 2, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Moi, j'ai grandi avec ça, et j'y croyais profondément. Je me souviens d'un soir, j'avais 23 ans. J'étais épuisé. Je venais de terminer une semaine de 60 heures. Mon patron m'avait félicité dans le couloir. J'étais fier. Et puis j'ai regardé mon compte en banque. Fier. Pourquoi exactement? Je travaillais dur, de plus en plus dur. Et l'argent ne suivait pas. Pas vraiment. Parce que personne ne m'avait jamais appris la différence fondamentale entre travailler dur pour l'argent et faire travailler l'argent pour soi. C'est une nuance qui change absolument tout. Et c'est exactement ce que Napoleon Hill a passé 25 ans à comprendre en interviewant plus de 500 hommes parmi les plus riches de son époque. Mensonge numéro 3. La chance joue un grand rôle dans la réussite. Les riches ont eu de la chance. Ils sont nés au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes connexions. C'est pratique comme croyance, parce que ça te décharge de toute responsabilité. Si c'est la chance, tu n'y peux rien. Tu n'as qu'à attendre ton tour en espérant. Sauf que Hill a interviewé Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller. Et il n'a trouvé aucune preuve que la chance soit leur point commun. Leur point commun, c'était autre chose. Quelque chose que personne d'autre ne documentait à cette époque. Quelque chose de reproductible. Et ce livre, Réfléchissez et devenez riche, c'est le résultat de 25 années de recherche sur une seule question. Qu'est-ce qui sépare vraiment ceux qui réussissent de ceux qui échouent? Et il y a une raison précise pour laquelle ce livre existe depuis 1937, presque 90 ans, et que personne ne te l'a jamais vraiment mis entre les mains. On y reviendra. Je te promets qu'on y reviendra. Mais d'abord, laisse-moi te montrer quelque chose de concret. Un seul chiffre. Si tu avais investi seulement 300 € par mois à l'âge de 20 ans,
avec un rendement moyen de 8% par an, ce que l'indice mondial fait historiquement, à 40 ans, 176 000 euros. À 50 ans, 440 et 1 000 euros. À 60 ans, plus d'1 million d'euros. Maintenant, si tu commences le même investissement à 35 ans au lieu de 20 ans. À 60 ans, seulement 272 000 euros. La différence entre commencer à 20 ans et commencer à 35 ans, 730 000 euros. 730 000 euros. Pour avoir attendu 15 ans, pour avoir reposé le livre, pour avoir regardé Netflix à la place. Et je t'avais dit au début qu'il y a un principe dans ce livre que Hill n'a jamais nommé directement. Un principe qu'il a glissé entre les lignes, mentionné plus de 100 fois sans jamais le formuler clairement. C'est peut-être le plus puissant de tous les 13 principes réunis. On en parle avant la fin de cette vidéo. Acte 2, les premières révélations. Napoleon Hill a structuré sa découverte en 13 principes. 13 lois mentales et comportementales qui, appliquées ensemble, créent une fortune inévitable. Je dis inévitable parce que c'est exactement le mot qu'il utilise lui-même. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du talent inné, ce n'est pas du génie réservé à quelques-uns. C'est une méthode, une formule, reproductible par n'importe qui. Commençons par les 3 premiers, ceux que Hill considère comme la fondation de tout le reste. Principe 1, le désir brûlant. Hill ne parle pas de vouloir de l'argent, il parle de brûler de désir. Il y a une différence immense entre les deux. Vouloir, c'est penser à l'argent de temps en temps, rêver vaguement d'une vie meilleure, espérer que ça s'arrange un jour, d'une manière ou d'une autre, brûler de désir. C'est autre chose, c'est une obsession constructive. Laisse-moi te raconter quelque chose. Je me souviens d'une conversation avec mon père, j'avais peut-être 25 ans. Un soir ordinaire à la maison. Il m'avait dit, avec toute la sincérité du monde, « Tu sais, dans notre famille, on n'a jamais été riche. On s'en sort. C'est déjà bien. » Et j'avais hoché la tête, comme si c'était une loi de la nature, comme si l'argent était réservé à d'autres, à des gens différents. Pas à nous, pas à moi. Pendant des années, j'ai vécu avec ce plafond invisible au-dessus de ma tête. Pas de grande ambition, pas de grand désir, juste m'en sortir. Et je m'en sortais, exactement comme prévu. Ni plus, ni moins. C'est quand j'ai lu ce passage de Hill sur le désir brûlant que j'ai compris pourquoi je n'avançais pas. Il ne suffit pas de vouloir. Il faut que ton désir soit si précis, si intense, si ancré dans le concret, que ton cerveau le traite comme une réalité déjà en cours de réalisation. Il propose une formule en 6 étapes pour transformer un vague souhait en désir brûlant. Étape 1. Fixe le montant exact que tu veux gagner. Pas beaucoup d'argent. Un chiffre précis, daté. Étape 2. Détermine exactement ce que tu donneras en échange. Quelle valeur, quel service, quelle contribution concrète. Étape 3. Fixe une date d'échéance précise. Pas dans quelques années. Une date. Étape 4. Crée un plan concret et commence à l'appliquer immédiatement, même si le plan est imparfait. La perfection attendra. Étape 5. Écris tout cela dans une déclaration claire, précise, courte. Étape 6. Lis cette déclaration à voix haute 2 fois par jour, le matin au réveil et le soir avant de dormir. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la neurologie appliquée. Quand tu répètes une vision précise avec émotion, ton cerveau commence à filtrer le monde différemment. Il commence à repérer des opportunités qu'il ignorait avant, à créer des connexions entre des informations qui semblaient sans lien, à te pousser vers des actions que tu repoussais. Il appelait ça la programmation du subconscient. La science moderne appelle ça l'activation du système réticulaire activateur. L'étiquette change. Le mécanisme est identique. Principe 2. La foi Hill définit la foi non pas comme une croyance religieuse, mais comme un état mental programmable. Un état de certitude intérieure que ce que tu désires sera accompli. Pas espéré, pas souhaité, attendu.
Et il dit quelque chose de radical que la plupart des gens n'entendent pas vraiment. La foi peut être cultivée délibérément. La plupart des gens croient que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Un don, une chance génétique ou familiale. Il démontre le contraire de manière implacable. La foi est une habitude mentale. Elle se construit par la répétition, par les affirmations ancrées dans l'émotion, par les actions cohérentes avec ta vision, par l'entourage que tu choisis. Est-ce que tu as déjà observé ça dans ta propre vie? Ce moment où tu étais tellement convaincu qu'une chose allait marcher, qu'elle a effectivement marché? Pas parce que tu t'es dit que ça marcherait peut-être, mais parce que tu savais que ça marcherait, profondément, sans l'ombre d'un doute. C'est ça, la foi de Hill. Et elle n'est pas réservée aux privilégiés ni aux naturellement confiants. Principe 3. L'autosuggestion. C'est le pont entre le désir et la foi. Le mécanisme concret qui les relie dans la pratique quotidienne. Il le définit simplement. Ce que tu te répètes à toi-même, avec émotion et régularité, devient une conviction. Et une conviction gravée dans le subconscient devient une réalité extérieure. Ton subconscient ne distingue pas le réel du répété. Il prend ce qu'on lui donne et commence à construire autour de cette information. Les affirmations fonctionnent, non pas parce qu'elles invoquent une force mystique, mais parce qu'elles reprogramment progressivement les filtres cognitifs de ton cerveau. Mais voilà ce que presque tout le monde ignore quand il lit ce livre. Il y a un principe, entre le principe 4 et le principe 7, que la majorité des lecteurs parcourent en diagonale, qu'ils jugent secondaire, qu'ils passent. Et c'est précisément pour ça que la majorité des gens qui lisent ce livre ne voient jamais de résultats concrets dans leur vie. On y revient dans quelques minutes. Et ce que tu vas entendre, il va probablement changer quelque chose de fondamental dans ta façon de te voir toi-même. Acte 3. Le pivot. Il y a quelques années, j'ai rencontré deux types d'hommes. Le premier avait 45 ans. Il était entrepreneur depuis 15 ans. Chaque projet avait échoué. Pas par manque d'idées brillantes, pas par manque de travail, mais par manque d'une chose précise. Il recommençait. Il échouait. Il recommençait encore. Toujours avec la même énergie. Toujours avec le même résultat. Le deuxième avait 38 ans. Il avait lancé sa première vraie entreprise à 30 ans, après 2 échecs cuisants. Aujourd'hui, il vivait de ses revenus passifs. Il voyageait 4 mois par an. Il avait construit exactement la vie qu'il voulait se construire. La différence entre ces deux hommes? Pas l'intelligence, pas les ressources de départ, pas les connexions, pas la chance. Une seule chose, la persistance. Mais, avant d'arriver à ce principe-là, les principes 4, 5, 6 et 7 sont indispensables. Ce sont les piliers intermédiaires. Principe 4, la connaissance spécialisée Hill fait une distinction fondamentale que l'école n'enseigne jamais. Il y a deux types de connaissances, la connaissance générale et la connaissance spécialisée. La connaissance générale, aussi vaste soit-elle, ne vaut presque rien en termes de création de richesse. Je me souviens d'un moment précis. J'avais décidé de lancer mon premier vrai projet. J'avais fait des études, j'avais lu des livres, j'avais de solides bases dans plusieurs domaines. Je savais des choses. Et pourtant, je me suis planté. Pas parce que je manquais de connaissances générales, parce que je manquais de la connaissance spécifique dont ce projet précis avait besoin. Il dit quelque chose de libérateur là-dessus. Tu n'as pas besoin de tout savoir toi-même. Tu as juste besoin de savoir où trouver ce dont tu as besoin et d'être entouré des bonnes personnes. C'est pour ça qu'il parle du mastermind dès ce principe-là. On y reviendra dans quelques minutes. Principe 5. L'imagination Hill distingue deux formes d'imagination. L'imagination synthétique, qui réarrange des idées existantes de nouvelles manières. C'est ce que font la plupart des entrepreneurs. L'imagination créatrice, qui capte des idées entièrement nouvelles depuis ce qu'il appelle l'infinite intelligence, une forme de conscience collective. Ce qui compte dans la pratique, toutes les fortunes commencent par une idée, et les idées viennent à ceux qui s'y préparent, qui posent les bonnes questions,
qui laissent leur esprit travailler en dehors des heures de bureau, dans la douche, en marchant, au réveil. Edison ne dormait que 4 heures par nuit. Mais il faisait de courtes siestes dans son fauteuil, un objet en métal dans la main, pour capter l'état entre veille et sommeil où les meilleures idées surgissent. Il documentait tout ça dans les années 30. La neuroscience moderne le confirme aujourd'hui sous le nom d'état hypnagogique. Principe 6. La planification organisée. Une idée sans plan n'est qu'un rêve. Il insiste sur un point que beaucoup oublient. Ton premier plan sera probablement mauvais. Et c'est entièrement normal. La majorité des grandes fortunes ont été construites sur les ruines de plans échoués et reconstruits. Le secret n'est pas d'avoir le plan parfait avant de commencer. C'est de toujours avoir un plan en cours et de l'ajuster en marchant, en itérant, en apprenant. Il a analysé plus de 25 000 hommes et femmes ayant connu l'échec financier. Et la cause numéro 1 ? Pas le manque d'argent de départ, pas le manque d'idées, pas la malchance, l'indécision chronique, la décision de ne pas décider. Principe 7. La décision. Il a observé que tous les hommes riches qu'il a étudiés prenaient compte des décisions rapidement et changeaient d'avis lentement, uniquement face à des faits nouveaux et solides. Jamais sous la pression des opinions extérieures, jamais par peur du jugement. La majorité des gens font l'inverse. Ils décident lentement, hésitent longuement, consultent 10 personnes et changent d'avis au premier obstacle ou au premier doute d'un proche. C'est une asymétrie fatale, parce que les opportunités ne t'attendent pas. Elles passent. Et souvent, elles ne repassent pas dans la même forme. Et maintenant, voici pourquoi tant de gens restent exactement là où ils sont, malgré tous les livres lus, malgré tous les podcasts écoutés, malgré toutes les bonnes intentions accumulées. Principe 8. La persistance Hill le dit sans détour et sans fioriture. La persistance est l'équivalent, dans le monde de la richesse, de ce que le carbone représente dans la structure du diamant. C'est l'élément qui transforme. C'est l'ingrédient que presque tout le monde sous-estime. C'est la seule chose que personne ne peut t'enlever si tu décides de la garder. Je connais cette bataille de l'intérieur, intimement. Il y a eu un moment dans ma vie, pas si lointain, où j'ai failli tout arrêter. Un projet dans lequel j'avais investi des mois de travail, de l'énergie, de l'argent, de la foi. Les résultats tardaient à venir. Les chiffres ne suivaient pas. Mon entourage me conseillait doucement de lâcher. La logique froide me disait que c'était raisonnable, que c'était sage. Et ce soir-là précisément, j'ai ouvert ce livre. Et je suis tombé sur cette phrase de Hill, que je vais te lire exactement. La majorité des gens qui réussissent le font juste après être passés par le moment où ils pensaient que tout était perdu. Je suis resté. J'ai continué. Et les choses ont changé. Pas par miracle, pas par chance. Pas parce que la chance avait enfin décidé de sourire dans ma direction. Par persistance. Uniquement par persistance. Maintenant, tu te souviens que je t'avais promis d'expliquer pourquoi ce livre existe depuis 1937 et que personne ne te l'a vraiment mis entre les mains ? La réponse est simple. Et elle dérange un peu. Parce qu'un peuple qui comprend les lois réelles de la richesse est un peuple qui ne se laisse pas facilement exploiter. Un peuple qui comprend la puissance des intérêts composés, qui sait créer de la valeur au lieu de seulement en consommer, qui n'échange pas son temps contre un salaire fixe par peur de l'inconnu, c'est un peuple qui demande des comptes, qui revendique sa liberté économique, qui refuse le confort rassurant de la dépendance. Ce livre n'a jamais été interdit, mais il n'a jamais été enseigné non plus, et ce n'est pas un hasard. Mais voilà ce que je veux que tu comprennes maintenant, et c'est le point le plus important de cette vidéo entière. Le regret que tu ressens peut devenir la chose la plus utile que tu aies jamais ressentie, à une condition, à la condition que tu le transformes en décision. Maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Parce que le temps perdu ne se récupère pas. Mais le temps qui reste, lui, t'appartient entièrement. Et ce que tu fais avec ce temps restant, c'est la seule chose qui compte vraiment.
Acte 4. Le payoff. Continuons avec les principes que Hill considère comme les plus avancés. Les couches profondes de la méthode. Principe 9. L'alliance du cerveau collectif, le mastermind. C'est l'un des principes les plus concrets et les plus immédiatement applicables du livre entier. Hill l'observe chez tous les grands. Carnegie, Ford, Rockefeller. Aucun d'eux n'a construit seul. Chacun s'est entouré d'un cercle restreint de personnes alignées sur les mêmes objectifs, capables de se challenger, de se compléter, de penser ensemble à un niveau que personne n'atteint seul. Deux cerveaux qui travaillent en harmonie ne produisent pas 2 fois plus. Ils produisent quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu créer individuellement. Hill appelle ça une troisième intelligence, invisible, mais réelle et puissante. Je me souviens du moment exact où j'ai compris ça. Pas intellectuellement, viscéralement. J'étais bloqué depuis des semaines sur un problème précis. Je tournais en rond, seul dans ma tête, avec les mêmes hypothèses, les mêmes angles morts. Un soir, j'en ai parlé à 2 personnes en qui j'avais confiance, pas pour qu'elles valident comme mes idées, mais pour qu'elles les challengent vraiment. En 40 minutes de conversation, la solution m'est apparue. Pas sortie de nulle part. Sortie de la friction entre 3 cerveaux différents qui cherchaient honnêtement la même chose. Il dit que la solitude intellectuelle est l'un des plus grands luxes que tu ne peux pas te permettre si tu veux construire quelque chose de grand. Principe 10. La transmutation. C'est l'un des chapitres les plus controversés du livre, et l'un des plus profonds. Il défend une idée radicale. L'énergie créatrice, sous toutes ses formes, et l'énergie de la richesse sont liées à la même source intérieure. Les hommes qui ont accompli les plus grandes choses dans l'histoire avaient tous une intensité particulière. Une énergie brute qui, canalisée vers un objectif précis, devenait une force de construction extraordinaire. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de direction de l'énergie. Les hommes et femmes qui ont construit les plus grandes fortunes n'étaient pas des gens tièdes. Ils étaient intenses, passionnés, presque obsessionnels dans leur rapport à leur vision. La question n'est pas d'avoir ou pas cette énergie. La question est, dans quelle direction est-elle orientée en ce moment dans ta vie? Principe 11. Le subconscient Hill est formel. Tu ne contrôles pas directement ton subconscient, mais tu contrôles ce que tu y plantes. Et ce que tu y plantes, consciemment ou non, devient le programme qui tourne en arrière-plan de toutes tes décisions, de toutes tes réactions, de toutes tes limites perçues. La majorité des gens alimentent leur subconscient par défaut, par les informations qu'ils consomment, par les conversations qu'ils ont, par les émotions qu'ils ressentent en boucle, par les peurs qu'ils nourrissent chaque matin en regardant les nouvelles. Il propose de reprendre le contrôle de ce flux, de planter délibérément des graines précises, désirs, foi, plans, actions, et de laisser le subconscient travailler pour toi au lieu de travailler contre toi. Principe 12. Le cerveau Hill anticipe de plusieurs décennies ce que la neuroscience allait démontrer. Le cerveau humain est à la fois un émetteur et un récepteur. Il capte des informations que nos sens conscients ne perçoivent pas. Il se synchronise avec les cerveaux des personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Il est profondément influencé par l'environnement sonore, visuel, émotionnel dans lequel il baigne quotidiennement. C'est pour ça que l'entourage n'est pas un détail. C'est pour ça que l'environnement n'est pas une question de confort. Ce sont des données d'entrée qui façonnent littéralement ta biologie mentale. Principe 13. Le 6e sens. Hill laisse ce principe pour la fin. Et il prévient lui-même que la plupart des lecteurs ne seront pas prêts à le recevoir la première fois qu'ils liront le livre. Il parle d'une forme d'intelligence intuitive, une capacité à recevoir des informations, des idées, des avertissements en dehors des canaux rationnels habituels. Ce n'est pas du mysticisme. C'est l'observation froide de ce qui se passe chez les personnes qui ont appliqué les 12 principes précédents avec suffisamment d'intensité et de durée. Quand ton désir est clair, ta foi ancrée, tes habitudes mentales alignées, ton entourage choisi, ton subconscient programmé, quelque chose se déverrouille. Une forme d'accès à un niveau de perception que la plupart des gens n'atteignent jamais
parce qu'ils n'ont jamais posé les fondations qui y mènent. Hill l'appelle le sixième sens. Tu peux l'appeler intuition, instinct affiné, intelligence globale. Peu importe le mot. Ce qui compte, c'est accessible. Et ça commence par le principe 1. Avant de te parler du secret, il conclut son livre avec quelque chose que peu de résumés mentionnent vraiment. Il appelle ça les 6 fantômes de la peur. Ce sont les 6 ennemis intérieurs qui sabotent silencieusement la vie de la quasi-totalité des êtres humains. Non pas de l'extérieur, de l'intérieur. La peur de la pauvreté, la plus destructrice de toutes. Elle paralyse l'action, tue l'ambition, fabrique l'indécision chronique. Elles ne sont jamais réelles. Elles sont entièrement construites par l'esprit. Et un esprit qui peut les construire, peut aussi les déconstruire. Et maintenant, tu te souviens? Je t'avais dit au début qu'il y avait un principe que Hill n'a jamais nommé directement. Un principe glissé entre les lignes, mentionné plus de 100 fois dans le livre sans jamais être formulé clairement. Le voilà. Hill l'appelle tout simplement le secret. Et il ne le révèle jamais explicitement parce qu'il est convaincu d'une chose. Les personnes prêtes à le recevoir le trouveront d'elles-mêmes en lisant le livre. Et celles qui ne sont pas prêtes ne l'auraient pas utilisé même si on le leur avait écrit en lettres d'or. Mais je vais te donner ma lecture personnelle, celle que des années d'études de Hill et d'applications concrètes m'ont donnée. Le secret, c'est ceci. Ce que tu penses de manière dominante et répétée, avec une émotion intense, finit par se matérialiser dans ta réalité extérieure. Pas par magie, par mécanique, parce que tes pensées dominantes façonnent tes croyances. Tes croyances dictent tes décisions créent tes actions. Tes actions construisent ta réalité. La chaîne est simple, elle est implacable, elle fonctionne dans les deux sens. Si tu penses pauvreté avec intensité et répétition, tu construis les conditions de la pauvreté. Si tu penses richesse avec précision, foi et persistance, tu construis les conditions de la richesse. Et maintenant, laisse-moi boucler la boucle que j'avais ouverte au tout début. Tu te souviens? J'avais 25 ans. J'avais ce livre entre les mains. Et je l'avais reposé. Voilà ce que je sais aujourd'hui que je ne savais pas ce soir-là. Si j'avais lu ce livre à 20 ans et appliqué seulement les 3 premiers principes avec cohérence, mes pensées sur l'argent auraient changé. Mes décisions auraient changé. Mes actions auraient changé. Mes résultats auraient changé. Le reste aurait suivi, mécaniquement, inévitablement. Mais voilà ce qui est vrai aussi. Le meilleur moment pour lire ce livre, c'était à 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je ne vais pas te demander de devenir riche cette nuit. Je vais te demander quelque chose de beaucoup plus simple. Prends une feuille, ouvre ton téléphone, peu importe le support, et écris ces 2 choses. Première chose, le montant exact que tu veux avoir dans 5 ans, pas une fourchette, un chiffre. Deuxième chose, la valeur concrète que tu vas créer pour gagner cet argent, pas vaguement, précisément. C'est ça, le principe 1 de Hill. C'est ça, le désir brûlant. Et c'est ça, la différence entre les gens qui regardent des vidéos sur la richesse et ceux qui la construisent. Les premiers écoutent, les seconds agissent, même imparfaitement, même en ayant peur, même sans avoir tout compris. Ce résumé, je l'ai fait pour toi. Mais aussi, honnêtement, pour moi. Parce que chaque fois que je replonge dans ce livre, je retrouve quelque chose que j'avais oublié. Une couche supplémentaire, une nuance que je n'avais pas vue la dernière fois. C'est un livre qu'on ne finit jamais vraiment de lire. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de concret, abonne-toi. Pas pour moi, pour toi. Parce que chaque semaine, on continue ce travail ensemble. Un livre, un résumé, une arme de plus dans ton arsenal.